Bienvenue dans Destin d'entrepreneur, le magazine qui met en lumière les bâtisseurs de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes à la Villa JFL et notre invité d'aujourd'hui est très spécial. Il travaillait pour l'un des plus grands cabinets de conseil au monde et un jour, il décide de tout quitter, reprendre ses études et se consacrer à la cybersécurité. En 2019, il crée CyberOps, l'un des premiers observatoires sur la cybersécurité en Afrique francophone. Puis en 2021, le Cyber Africa Forum, qui est devenu depuis l'un des rendez-vous incontournables des décideurs publics et privés sur toutes les questions des défis numériques du continent. Il est récompensé en 2024 par le gouvernement ivoirien pour sa contribution au numérique national. Mon invité est de ceux qui pensent que la sécurité est l'une des conditions sine qua non pour la gouvernance et la souveraineté. Je vous demande d'accueillir aujourd'hui Franck Quié. Bonjour Franck, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Donc on est là pour parler de cybersécurité, d'entrepreneuriat, de transmission. Mais avant de passer à tout ça, je voudrais faire un retour sur votre enfance. Je voudrais bien comprendre votre parcours et permettre aussi à nos téléspectateurs de savoir qui vous êtes. Donc là, vous avez grandi où? La famille, c'était comment? Qu'est-ce qu'on vous a transmis comme valeur? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une famille, on va dire, très aimante, très présente aussi. Je pense que c'est quelque chose qui compte beaucoup dans le développement en tant que personne. Et surtout, voilà, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc je suis né ici. J'ai passé une bonne partie du début de ma vie ici, jusqu'à ce que, pour des raisons, on va dire, politiques, à cause de la situation qu'il y avait ici, j'ai dû m'expatrier avec une partie de ma famille pour poursuivre mes études. Donc j'ai fini mon collège, j'ai fait mon lycée à Casablanca, donc au lycée français de Casablanca. Et après, j'ai continué mes études en Angleterre. Donc voilà, de façon très résumée, comment le début de ma vie s'est passé. Je pense que j'ai aussi beaucoup grandi dans un environnement où la valeur travail était extrêmement importante. J'ai deux parents qui portent une attention extrêmement particulière à la méritocratie, au fait de travailler, au fait de mériter et de mériter son salaire, de mériter ce pourquoi on a autant travaillé. Donc pour moi, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été ancré très tôt. Je pense qu'ils m'ont aussi inculqué le fait qu'il n'y avait pas de raccourci. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcer, qu'on ne peut pas juste avoir comme ça. Donc je pense que dès le plus jeune âge, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. J'ai en tête un épisode aussi où j'étais très content d'avoir eu une plutôt bonne note, hein, et je m'en réjouissais. Mais une des remarques que j'ai pu avoir, c'est qu'il ne fallait jamais se reposer sur ses lauriers. Ah oui, c'était pas peu mieux faire, c'est bien maintenant, mais il faut continuer. Exactement, c'est ça. Et je pense que quand on a 9-10 ans, c'est quelque chose qui marque. Et donc, dans mon esprit, ça a toujours été ne jamais se reposer sur ses lauriers, toujours continuer à travailler, toujours essayer d'être le premier, d'être le meilleur, de bâtir quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ce sont des valeurs que j'essaie de continuer à porter, à transmettre aussi, et à appliquer surtout au quotidien dans mes activités. Est-ce que ça vous a ajouté une forme de pression, surtout quand on est le fils de Charles Quié? Du coup, est-ce que ça, étant enfant, en voyant le parcours assez remarquable de votre père, est-ce que c'est quelque chose qui vous rajoute une forme de pression ou est-ce que vous le vivez plutôt bien? C'est sûr que mon père est quelqu'un qui a eu un parcours impressionnant. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais forcément aussi très intimidé et très admiratif de ce qu'il a pu réaliser et continue de réaliser d'ailleurs, parce que aujourd'hui j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir travailler avec lui au quotidien et donc d'être encore un peu plus proche de ce qu'il est en train d'essayer de construire, de bâtir. Après, pour être totalement transparent, mes parents ne m'ont jamais mis la pression de devoir faire telle ou telle chose. Je pense que à mes frères et moi, ils nous ont toujours transmis l'idée qu'on pouvait faire ce qu'on voulait
tant qu'on était les meilleurs dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on faisait, pardon. Donc pour moi, je pense que ça a toujours été ça le plus important. Je pense que la pression dont vous parlez est plutôt quelque chose d'extérieur, de l'œil extérieur, des personnes qu'on peut côtoyer qui font très rapidement une assimilation, la comparaison. Ouais. En plus, je suis l'aîné. Bon, je pense que ça va sans dire la ressemblance physique aussi. Donc voilà, je pense que tout ça crée très facilement voilà, une sorte d'assimilation, de comparaison qui, en réalité, déjà ne m'a jamais dérangé parce que je pense que c'est plutôt un honneur d'être comparé à une personne comme ça. Et puis surtout, je pense que c'est quelque chose qui m'a parfois souvent amusé et pour lequel je pense que j'ai plutôt essayé d'en tirer un avantage plutôt que ça soit un inconvénient. Ouais. Parce que dans tous les cas, c'est pas quelque chose dont je peux me défaire. Donc tant qu'à faire, autant que ça puisse servir à quelque chose. Et donc voilà, pour moi, ça, voilà, bien au contraire, au lieu d'être une pression, je ne l'ai jamais ressenti comme telle. Mes parents ne m'ont jamais mis aussi cette pression. Donc je pense que tout ce que je fais ou tout ce que je réalise aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai pu évoluer dans un environnement où je n'avais pas cette pression-là et où je me sentais quand même assez libre de pouvoir faire ce que je voulais et que j'avais surtout ce soutien, j'avais cet amour, j'avais cette confiance qui m'ont toujours accompagné et qui m'ont permis de réaliser le peu de choses que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est sûr, mais il y a des choses importantes que vous êtes en train de dire et je pense que c'est assez remarquable de parler de déjà l'amour. Quand un enfant est aimé, on se sent, quand on vit dans un environnement bienveillant, c'est beaucoup plus c'est important, c'est ce qui nous forme. Le fait aussi, et ça c'est relativement rare, que vos parents ne vous aient pas mis la pression de potentiellement rentrer dans un métier en particulier, ce qui est aussi rare, je pense. Donc le fait d'avoir ces deux choses, plus les valeurs de travail, je peux imaginer que ça a été une enfance assez bien vécue. Effectivement. Est-ce qu'on peut parler de l'arrivée au Maroc? Comment ça s'est passé au niveau culturel? Est-ce que forcément c'était un choc? Forcément très difficile, un choc parce que on part déjà dans des conditions qui sont assez brusques. Ouais. Un contexte assez difficile. On laisse sa famille, on laisse ses amis, on laisse son école. Après, malgré la difficulté, je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu plus difficile que ça, dans tous les cas. Donc, c'était déjà une chance et une opportunité de pouvoir y aller. Et ça, on en a toujours été conscient et très reconnaissant pour ça aussi. Mais donc, on arrive dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas forcément, avec des conditions météorologiques assez différentes de ce qu'on peut connaître, une autre culture complètement différente. Vous avez eu froid en hiver? Ah oui, forcément, oui, plutôt. Donc voilà, une adaptation qui se veut assez express. On arrive dans un lycée qui fait partie des 3 ou 5 meilleurs lycées français de l'étranger, avec un niveau élevé, une exigence de résultats immédiate, une capacité d'adaptation à développer aussi assez rapidement, un nouvel environnement à découvrir. Donc voilà, ça a été ce que ça a été. Ça a été une expérience en tout cas qui a compté énormément dans ma vie parce que je pense que le collège, le lycée sont des périodes qui définissent qui on est en tant qu'adolescent, en tant tant que jeune adulte. Et ça, voilà, aujourd'hui, je pense que ça me suit partout. Et oui, ça. Donc ça vous a permis de sortir de votre cocon, de vous adapter. Ah oui, là, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Et je pense que ça a été, ça m'a beaucoup forgé dans la personne que je suis aujourd'hui, parce que après cette expérience-là, j'ai eu plusieurs autres expériences de ma vie où j'ai été dans des environnements que je ne connaissais pas, que je découvrais, où il fallait que je m'adapte assez rapidement. Et donc je pense que celle-là a été justement un peu le déclic aussi dans ce que j'ai pu faire ou découvrir après également. D'accord, très bien. Quel type d'élève vous étiez? Vous étiez studieux? Oui. Je pense que j'étais un élève plutôt studieux.
Je pense que ça me suit un peu aussi aujourd'hui dans ma vie professionnelle. J'aime que les choses soient bien faites. Donc voilà, après, c'est sûr que depuis le collège, je porte des lunettes aussi. Donc j'avais un peu la tête du premier de la classe, entre guillemets, du bon élève. Donc voilà, veut dire le contraire ne serait pas juste. Mais voilà, on va dire... C'est une image assumée, oui, c'est qui vous êtes. Voilà, j'étais un plutôt bon élève. Voilà, j'étais pas... ouais, j'étais un bon élève. J'étais pas le plus perturbateur, ça c'est sûr. Ok. Du coup, vous passez votre bac, et là, je sais que c'est toujours compliqué pour un adolescent, jeune adulte, de choisir sa voie. C'est ça. C'est toujours une période un peu angoissante. Vous décidez de faire quoi? Vous partez dans un parcours très généraliste? Oui, Pourquoi? plutôt. Donc j'ai fait une école de commerce, quelque chose d'assez classique. Parce que justement, sur la recommandation de mon entourage familial et même des recherches que je faisais, des amis que j'avais aussi à l'époque qui regardaient leur orientation, c'était quelque chose qui se faisait, qu'on a regardé ensemble. J'avais deux options. Une des options, c'était de faire une classe préparatoire en France, pour ensuite rentrer dans une école de commerce, ou de rentrer dans une école de commerce directement, plutôt en Angleterre, qui est l'option que j'ai choisie, parce que très rapidement, je pensais que le fait de pouvoir être aussi bilingue était un élément qui pouvait quand même être assez important. Et puis, je trouvais que ce parcours-là, en tout cas à ce moment-là, correspondait peut-être un peu plus à ce que je recherchais par rapport, on va dire, à un parcours un peu plus classique, prépa et école de commerce ensuite. Ouais. Vous étiez à Londres? J'étais à Londres, j'ai passé à peu près 3-4 ans à Londres, dont une année d'échange en Espagne. Et ensuite, j'ai fait un master à Warwick, donc à 1 heure de Londres. Liverpool. Pardon? C'est Liverpool? Ah non, Warwick. Coventry. Warwick, à Coventry. Oui. Donc voilà, donc j'ai passé une petite partie de ma vie en Angleterre. Et comment sont passées ces années britanniques? J'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé. Alors le climat? C'est paradoxal parce que je ne suis pas quelqu'un qui affectionne particulièrement la pluie. Donc voilà, j'aime les environnements plus ensoleillés et un peu plus chauds. Mais le climat fait partie du charme de Londres, en fait, en réalité. À partir du moment où on l'accepte et où on embrace cette idée-là, voilà, je pense que c'est quelque chose dont on ne se rend même plus compte, en fait. Et Londres a mauvaise réputation parce qu'il fait moins gris à Londres qu'à Paris. Alors, je ne vais pas me positionner sur ce débat, mais effectivement, pour moi, en tout cas, ça n'a pas été un sujet. Oui. Voilà, c'est des années que j'ai beaucoup appréciées. J'ai pu me faire plusieurs amis qui aujourd'hui sont encore des amis. Je pense qu'en tant que jeune, Londres est une ville très cosmopolite, voilà, qui permet de se forger, de pouvoir découvrir pas mal de choses aussi. Et puis pendant mes années universitaires, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, de pouvoir faire des stages, de pouvoir me construire en fait aussi un peu de ce que je suis aujourd'hui. Ok, super. Donc après tout ça? Après tout ça, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Okay. Je suis rentré en Côte d'Ivoire après un détour par Dubaï où j'ai fait 4-5 mois de stage. Et quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, donc j'ai intégré le cabinet Deloitte. J'ai commencé ma carrière il y a une douzaine d'années maintenant. Vous étiez spécialisé dans une industrie particulière? Oui, alors je faisais du conseil financier à l'époque. Je pense que malgré le fait qu'on essaie de s'échapper des étiquettes, ça nous rattrape un peu toujours. Donc j'ai suivi le parcours que je connaissais le mieux, donc celui d'un financier. Je pense que c'est une recommandation que j'avais eue aussi à l'époque. Et je pense qu'un cabinet de conseil, pour moi, c'était quelque chose qui était assez intéressant en termes de construction de carrière, en termes de formation. Et je ne le regrette pas du tout. Parce que je pense que
la plupart des choses que je fais aujourd'hui, je les ai apprises à ce moment-là, en fait, en ouais, réalité. ouais. Et je pense que l'importance de la première expérience, ou du moins des premières expériences professionnelles, est extrêmement déterminante dans la construction de la suite du parcours Bien sûr. euh, de tout professionnel, en fait, en réalité. Là, vous avez appris les fondations, les process, Exactement. ça a bâti des fondations solides. Exactement, tout ça. Et puis, je pense qu'il ne faut pas négliger aussi la force du réseau. Oui, bien sûr. Parce que quand on rentre dans une institution comme Deloitte, c'est un réseau qu'on bâtit aussi. Ce sont d'autres professionnels extrêmement performants qui, après, au vu des liens que vous tissez, parce que ce sont des expériences assez exigeantes, vous passez beaucoup de temps avec ces personnes-là, où vous nouez des liens, des relations. C'est quelque chose qui s'accompagne et qui perdure dans la durée. Je pense qu'on parlera peut-être un peu du Cyber Africa Forum tout à l'heure, mais d'ailleurs, un des premiers sponsors du Cyber Africa Forum, c'est Deloitte, depuis la première édition d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et le fait que j'y sois passé n'était pas forcément non plus anodin. Donc voilà, je pense que ça concourt aussi à la construction du parcours, de la personnalité. Même si après, à un moment donné, j'ai fait un choix différent, mais je suis très reconnaissant aussi de cette expérience que j'ai pu avoir. Donc on va revenir sur ce choix différent, parce qu'il se passe quelque chose en vous, tous les jours, le travail, la structure que l'on connaît, C'est ça. des projets certainement très intéressants, Oui. la reconnaissance d'être dans cette grosse machine, mais C'est qu'est-ce ça. qui se passe? Mais je pense que tout à l'heure, j'ai parlé de la chance et de l'opportunité que j'ai eue de grandir dans un environnement où j'ai eu... on m'a permis de pouvoir m'exprimer, de pouvoir exprimer ce que je ressentais, ce que je voulais faire, qui n'était pas toujours... c'est pas quelque chose de commun, en plus, je pense. Je pense que tout le monde, malheureusement, n'a pas l'opportunité de pouvoir faire ce qu'il souhaite ou ce qu'il aime. Surtout dans les familles africaines, il faut le dire, hein, que dans nos traditions, c'est souvent, on n'est pas toujours autorisé de suivre nos rêves ou nos envies. C'est vrai, effectivement. Et donc, moi, j'étais arrivé à un stade où je ne m'épanouissais plus professionnellement dans ce que je faisais. Je pense aussi en toute transparence et en toute humilité que je gardais toujours en tête cette idée qu'il fallait que je puisse être le meilleur dans ce que je fais. Et je ne pensais pas, en tout cas, que je pouvais être le meilleur dans cette industrie-là. Voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi de faire des assessments, des examens assez précis, exacts et justes sur nos forces et nos faiblesses et sur nos qualités également, et les axes d'amélioration qu'on peut avoir aussi, sans même parler de la comparaison aussi, on va dire, qu'il pouvait y avoir, parce que j'évoluais dans le même secteur d'activité aussi, peut-être que mon père, et donc il y avait toujours un peu ce miroir-là, parce que pour moi, c'était même pas ça le plus important, mais c'était plus moi, Franck, qui en tant que personne, est-ce que je pense que je peux exceller? Est-ce que je pense que je peux être le meilleur dans cette industrie-là? Est-ce que c'est parce que ça ne me plaisait pas que je me disais que je ne pouvais pas y arriver? Peut-être. Mais toujours est-il que ce n'était plus quelque chose qui me drivait. Et je pense qu'en tant que personne, justement, j'ai besoin de pouvoir faire des choses qui me drivent. Je suis quelqu'un qui marche quand même, malgré peut-être l'image un peu, comment dire, un peu plus froide que je pourrais peut-être potentiellement renvoyer. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'émotion, à l'affect, au sentiment. Et si je n'ai pas ce truc-là qui me fait sentir que j'aime ce que je fais, c'est un peu plus, ça peut devenir un peu plus compliqué. Okay. Ça m'empêchera pas de le faire. Oui, oui. Ça m'empêchera pas de le faire bien, voire très bien.
Mais après, dans la durée, ça pourrait devenir un peu plus compliqué. Donc c'est là où je dis que j'ai eu de la chance, à un moment donné, de pouvoir dire à mon entourage familial que je ne me plaisais pas dans l'environnement dans lequel j'étais. Et où on m'a soutenu, encore une fois, en me disant, si ça ne te plaît pas, qu'est-ce que tu veux faire? On va t'accompagner, on va te soutenir, on va t'aider. Et voilà, si tu penses que c'est là où tu pourrais être le meilleur, on va te pousser dans ce sens-là. Et paradoxalement, le plus difficile n'a même pas été la réaction de ma famille, mais plutôt, comme je dis encore une fois, plutôt de l'extérieur. Oui. De pourquoi est-ce que tu quittes Deloitte, comment est-ce que tu peux quitter un cabinet aussi important, qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi ce truc, la cybersécurité, ça veut dire quoi, tu te lances dans quoi, voilà, tu te disperses, tu t'éloignes, tout le monde est en train d'avancer d'une certaine façon. Bon. Mais là, vous avez votre vision. Oui. Vous savez exactement où vous voulez arriver. Donc, vous faites abstraction de ce que tout le monde vous dit et vous faites quoi? Quelles sont les actions que vous mettez en place pour arriver? Je quitte le cabinet, je reprends mes études. Je pense qu'il y avait tout ça aussi qui était assez challenging à l'époque, parce que c'est-à-dire qu'on va retourner encore à l'université à peine 4 ans après avoir terminé ses études, reprendre, entre guillemets, à zéro, une nouvelle discipline, de nouvelles disciplines, apprendre de nouvelles choses, prendre entre guillemets du retard, je dis bien entre guillemets. Ralentir. Dans un environnement où tout avance, tout est rapide, tout est, voilà, se dire qu'on prend le temps d'essayer de construire quelque chose, ça va un peu en contradiction avec ce que tout le monde fait. Et c'est là où il faut rester suffisamment lucide et confiant dans ce qu'on est en train de faire, parce que sinon, on peut très vite avoir des doutes sur est-ce que je suis en train de faire le bon choix, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose. Dans une culture du rapide. Exactement, de l'instant, de l'instantané, du tout de suite, de la promotion, du LinkedIn, du nouveau poste, voilà, c'est ça forcément. C'est un peu anxiogène. Forcément, un peu. Ouais. Donc vous repartez à l'université, oui. Vous vous formez, vous allez à New York. Exactement, donc j'ai fait 2 diplômes en même temps à cette époque-là, donc je faisais effectivement un master en cybersécurité de New York University et un MBA de l'école de guerre économique de Paris en intelligence économique. Donc voilà, 2 formations complémentaires au cours desquelles justement j'avais un projet universitaire qui était axé sur la cybersécurité en Côte d'Ivoire et qui en fait était les prémices de tout ce que j'ai pu faire après en réalité, parce que ce projet-là a vraiment été la source et comment dire, a donné tous les outils dont j'ai eu besoin ensuite pour pouvoir dérouler de façon assez précise toutes les autres activités que j'ai pu faire par la suite. D'accord. Nous allons à présent marquer une courte pause. Vous regardez Destin d'entrepreneur et je suis toujours avec Franck Quier. Donc Franck, vous êtes à NYU et à l'école de guerre économique, merci. Et vous dites que quand vous avez un objectif, vous vous mettez des œillères. C'est ça. Donc vous avez vos diplômes en poche et là, vous déroulez votre plan. C'est ça. En réalité, vous savez, je pense que dans la vie, on peut parfois avoir la chance d'avoir une deuxième chance. Et ça, c'était ma deuxième chance, en réalité. Je ne pouvais pas la rater. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que tout ce que j'avais en termes d'envie, en termes de motivation, en termes de détermination, en termes de drive, je l'ai mis dans tout ce que j'ai effectué. Donc j'ai rejoint un cabinet de conseil à Paris spécialisé en cybersécurité. J'ai lancé un projet aussi sur le côté, on the side, donc qui était une plateforme, un observatoire sur l'évolution de la cybersécurité en Afrique. Donc CyberOps,
était justement le déclic, de tout ce qui a suivi après. Et justement, le lancement de CyberOps n'était que la suite du projet en fait, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a permis ensuite donc, de lancer l'événement, d'arriver jusqu'au cabinet de conseil, et voilà, de mener pas mal de choses par rapport à ça. Mais c'est sûr que quand j'ai fini cette partie de cette reconversion et que j'ai recommencé ma carrière professionnelle, il était extrêmement important pour moi aussi d'aller vite. D'aller vite parce que c'est vrai que j'avais accepté le fait qu'il fallait ralentir un peu pour prendre un peu de recul, pour recalculer un peu la trajectoire dans laquelle j'étais. Mais une fois que j'étais lancé, je pense que je n'avais plus le luxe en fait de pouvoir de prendre mon temps effectivement. Je pense que j'avais déjà eu cette opportunité-là et donc tout ce que j'ai pu faire et tout ce qui a suivi par la suite pour moi, voilà, je l'ai fait avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion, énormément. Et voilà, je pense que je m'épanouissais et surtout, je pense que ce qui a toujours essayé de guider mes choix et mes décisions, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est de savoir quel était l'impact que je pouvais avoir. Pour moi, la notion d'impact est extrêmement importante et je pense que c'est ce qui peut parfois guider les décisions qu'on prend, qui peut faire sens pour nous, mais pas forcément pour les autres. Quand je me reconvertis dans la cybersécurité, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, il n'y a pas beaucoup de personnes spécialisées dans ce domaine-là. Donc mon impact, il est forcément plus grand que si je reste dans le secteur financier, par exemple. Quand je me reconvertis et que je travaille en France et que je suis basé là-bas, il y a beaucoup de consultants, beaucoup plus de consultants cybersécurité en France qu'il peut y en avoir en Afrique. Donc, même quand je quitte la France pour revenir, il y a la question de se dire, mais pourquoi tu reviens? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le bon moment? Mais je préfère être au milieu de 1000 que un au milieu de 100 000 ou 1 million. Bien sûr. L'impact, il est plus grand ici. Et donc, je pense que c'est ce qui a toujours essayé de guider mes actions et mes décisions. Et quand on est aligné avec les choix qu'on fait et que ça fait sens pour nous, je pense que ce que les autres peuvent penser, en tout cas, moi, dans la construction que j'ai pu avoir, peut avoir moins d'importance, on va dire, en réalité. Je vais revenir sur quelque chose dont vous parliez, le constat que vous aviez fait, de vous dire que dans le milieu financier, vous ne pensiez pas arriver à être un jour le meilleur. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez anglo-saxon comme façon de s'analyser, où on va mettre l'accent sur là où on est très bon. C'est ça. Et double down là où on est très bon, Exactement. plutôt que d'essayer d'améliorer un endroit où on est moins bon. C'est ça. C'est pas quelque chose qui est forcément inné chez nous. Je voudrais qu'on reparle un peu de ça parce que c'est important dans la route entrepreneuriale d'essayer de mettre l'accent sur la partie de nous qui est la meilleure. Bien sûr. Je pense que, comme vous l'avez dit, je pense que c'est quelque chose d'assez anglo-saxon et je pense que mon expérience en Angleterre y a été pour quelque chose. Mais surtout, alors, quand je reprends mes études, je me rappelle de ce cours que j'ai eu donc, à l'école de guerre économique de Paris où on avait un professeur, et c'est assez ironique au vu du contexte actuel, vous comprendrez pourquoi je dis ça, qui nous a fait une comparaison entre deux types de façons de penser. Donc, il nous disait que les anglo-saxons, ils préféraient gagner, même si ils ne le font pas de la bonne façon. Donc, ils préféraient gagner un match de football 1-0,
mais ils ont gagné. Oui. L'objectif, c'est de gagner. En France, par contre, et il était français, même si on perd, on reconnaîtra qu'on a bien joué. Il y a un peu cette culture du beau perdant. Oui. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut choisir son camp très rapidement. Est-ce qu'on préfère être un beau perdant ou un gagnant? Bon, moi, en tout cas, je pense que... Le choix est vite fait. Voilà, le choix est vite fait. Et donc, ça fait que très rapidement, je pense que pour gagner, il faut savoir là où on est fort, appuyer au maximum là-dessus. On a un concept qu'on a développé dans la famille en plusieurs étapes. Je ne vais pas toutes les détailler, mais qui dit que quand on avance et qu'on a une porte en face de soi, quand on sent que la porte, justement, est en train de s'ouvrir, parce qu'on est en train de pousser et que les choses sont en train d'aller dans la bonne direction, tant que la porte est ouverte, il faut aller jusqu'au bout. Il faut maximiser la porte. Donc le plus difficile déjà, c'est de trouver sa porte. Il faut trouver sa bonne porte déjà. Ensuite, il faut arriver à l'ouvrir. Une fois qu'on l'ouvre, il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Donc ça, pour moi, ça traduit le fait justement d'arriver à maximiser sur ses forces, sur ses compétences, sur là où on sait qu'on peut être le meilleur pour pouvoir en tirer le meilleur parti, parce que à la fin de la journée, c'est ce qu'on retient. Hein. C'est sûr. Alors maintenant, si on parle d'entrepreneuriat, c'est aussi différent. Quand on monte une société, on a aussi besoin de s'entourer, on n'est pas bon dans tout, mais au début, on est un peu obligé de faire avec ce qu'on a. Il y a beaucoup de romantisme autour de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on en parle beaucoup dans la mesure où on a énormément de jeunes qui doivent être aussi sur le marché de l'emploi. Et comme on dit, le résultat rapide tout de suite fait que l'entrepreneuriat est vu d'une façon très romantique. La réalité, c'est quoi pour vous? Ça a été comment les débuts? Les débuts, pour moi, en réalité, ils ont été assez comment dire. Alors, ça a été un peu alors, je ne sais pas si je peux dire que c'était surprenant, une surprise, parce que ma transition dans l'entrepreneuriat s'est faite de façon assez incidente. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon premier projet, qui était un projet entrepreneurial, donc qui était l'organisation de l'événement, je ne le considérais moi-même pas comme tel, en fait, en réalité. Donc, je n'avais même pas conscience que j'étais, en fait, en train de mener un projet entrepreneurial. Pour moi, c'était juste un projet. Donc, ma transition s'est faite de façon assez naturelle, dans la mesure où ce projet-là en a mené à un autre, et à un autre ensuite, et ainsi de suite. Donc, ça fait que ma transition dans l'entrepreneuriat, même si elle a été voulue et assumée, n'était pas non plus quelque chose qui avait été anticipé de cette façon-là, aussi à l'avance que ça. Donc, en ayant dit ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de romantisme autour de l'entrepreneuriat. Comme je disais tout à l'heure, on vit malheureusement aussi dans une société où on a cette culture de l'instant, cette culture de la position, du titre. Ouais. Dès qu'on crée une entreprise, on est le DG, le PDG, alors que parfois, ce n'est pas forcément la dénomination correspondante à la structure juridique qu'on a effectivement créée. Mais ça permet de pouvoir se donner un certain positionnement, parce qu'aussi, on est dans une époque où l'image compte extrêmement. Donc, on vous dit fake it till you make it. Faites semblant jusqu'à ce que... Voilà, donc on essaie d'enjoliver un peu les choses, d'enrober les choses. Et ce n'est pas forcément toujours une mauvaise chose de vouloir se projeter, de vouloir se positionner, mais il faut aussi qu'il y ait du contenu qui suit, il faut qu'il y ait
des choses qui accompagnent ça, que ça ne soit pas qu'une coquille vide. C'est là où ça devient aussi un danger. Mais au-delà de ça, l'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Je pense que tant qu'on n'est pas arrivé au point où on se demande mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire tout ça, je pense qu'on n'a pas vraiment expérimenté ce que c'est. Il y a un mot qui est extrêmement galvaudé, qui est la résilience. Il faut être résilient, il faut tenir, il faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Ouais. Je pense que tant qu'on n'a pas remis sa vie en question, de façon très sincère, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de recul sur mais comment est-ce que je vais arriver en fait à me sortir de cette situation-là? Comment est-ce que je vais faire? Je pense que tout le reste, ce n'est que des comment dire? Excusez-moi d'être un peu terre à terre, ce n'est que du bavardage en fait. Oui. C'est que du bavardage. Du fantasme en fait. Voilà. Et ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. Donc j'aurais beau vous dire à quel point c'est difficile, je ne pourrais jamais déjà rentrer peut-être dans tous les détails du niveau de difficulté que c'est. Je ne pourrais jamais expliquer en termes de ressenti personnel ce que c'est, parce que même les émotions, même les difficultés, même ce que j'ai pu ressentir, je ne sais même pas si je pourrais le retranscrire avec des mots. Tellement parfois ça vous prend aux tripes en fait, en réalité. Et ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer, c'est quelque chose qui se vit. Donc on aura beau dire oui, il faut. Je pense qu'il faut quand même aussi rester très prudent et toujours aussi avoir cet aspect-là d'à quel point ça peut être difficile. Et surtout, de faire attention aussi, parce que parfois, on peut avoir des modèles, on peut avoir des personnes qui peuvent projeter une certaine image de la réussite sans qu'on puisse avoir aussi tous les détails de comment est-ce que ces personnes sont arrivées à ce stade-là. Et donc on peut se dire que c'est facile, Bien sûr. On peut se dire qu'il y a des raccourcis, on peut se dire qu'il y a X, Y, Z sans forcément prendre en compte tous les aspects de la construction de cette personne-là, qui peuvent s'appliquer à un type de personne, mais même si, par exemple, je voudrais l'appliquer à mon cas, j'ai souvent des personnes qui me demandent ou qui viennent me voir pour me dire qu'elles veulent des conseils, parfois pour organiser aussi un événement, comment est-ce que je peux faire pour lancer le Cyber Africa Forum. Mais ce que je leur dis aussi, mais que peut-être d'autres ne disent pas, c'est que j'ai eu la chance de bénéficier soit de mon propre réseau que j'ai pu me faire. Je vous disais par exemple tout à l'heure par rapport à mon expérience professionnelle qui n'est pas neutre. J'ai pu bénéficier aussi de l'appui d'un environnement personnel qui a pu m'accompagner à un certain moment donné, dont je suis extrêmement reconnaissant aussi et conscient que peut-être on ne part pas tous avec les mêmes chances dès le départ. Donc c'est peut-être important aussi de le dire et de ne pas juste dire oui, il faut juste faire ça, il faut juste faire comme ci, il faut juste faire comme ça, parce que en disant ça, il y a pas mal de conditions aussi qui ne sont pas négligeables à remplir avant de pouvoir arriver à un certain niveau. Non, et je vous remercie d'être honnête là-dessus, parce que c'est vrai que souvent on parle d'entrepreneuriat en imaginant, on voit juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a des conditions favorables, mais aussi des obstacles, et c'est important de le rappeler. Je voudrais revenir à la cybersécurité, votre bébé. On a besoin de 1 million d'emplois en cybersécurité sur le continent. Oui, c'est une estimation, je pense, qui a été faite quelques années déjà. Je pense qu'avec avec toute la propagande qu'on a essayé de faire ces dernières années, ce gap a probablement dû se résorber légèrement, mais très certainement pas dans les proportions
dans lesquels on parle actuellement. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà de la cybersécurité, je pense qu'il y a beaucoup d'autres disciplines aussi qui se sont développées, pour lesquelles on a besoin de compétences africaines, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans la data, que ce soit dans d'autres secteurs d'activité aussi. Mais c'est sûr que oui, la cybersécurité, quand on voit l'évolution de nos économies, de nos modes de vie, et de nos façons de travailler, reste quand même pour moi un pilier quand même assez central. Alors pourquoi? Dans la façon... Qu'est-ce que c'est quand on parle de cybersécurité, qu'est-ce que c'est fondamentalement? Quelles sont les vulnérabilités que l'on voit, comment ça nous affecte tous les jours? Alors pourquoi? Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus simple de pouvoir l'expliquer, dans la mesure où tout le monde aujourd'hui, par exemple, tout le monde, la majorité des personnes aujourd'hui peuvent avoir accès à un téléphone portable, par exemple. Un smartphone. Oui, un smartphone. Dans les usages professionnels, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde, que ce soit à travers des smartphones ou à travers des ordinateurs portables ou autres, on utilise Internet, on se partage des données, on se partage des informations, on fait des transferts d'argent, on stocke de plus en plus de données sensibles, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient de santé, qu'elles soient financières. Et tout ça, en fait, il faut le protéger. Donc, si on ne le protège pas, malheureusement, on prend un risque parce que il peut y avoir plusieurs impacts, que ce soit des impacts financiers, comme je l'ai dit, qui sont ceux qu'on connaît le plus et qui nous alarment le plus. Pourquoi est-ce que la cybersécurité, c'est important? Si aujourd'hui, vous avez un client qui doit vous faire un virement de sa banque à votre banque, mais que vous avez quelqu'un qui, au milieu, peut détourner cet argent, je pense que c'est important de se protéger. Voilà, je pense que c'est l'exemple le plus terre à terre que je peux donner, qui pourra parler à n'importe qui. Et dans les transformations digitales des États qui sont en train de se transformer rapidement, c'est encore plus important. C'est encore plus important parce qu'on est aujourd'hui aussi en train de dématérialiser tout un certain nombre de processus, d'actes administratifs, que ce soit des demandes de casier judiciaire, des demandes de pièces d'identité. Et donc tout ça, il faut le sécuriser parce que si malheureusement ces informations peuvent se retrouver dans des mains mal intentionnées, les effets, comme j'essaie de l'expliquer tout à l'heure, peuvent être désastreux. Oui, considérables. D'accord. Vous avez rejoint le groupe familial Genesis Holding en tant que chargé des opérations. Comment ça se passe de rejoindre le groupe familial? Comment on parle de transmission, on parle de structuration? Est-ce qu'il y a une forme de fierté? Est-ce qu'à nouveau il y a une pression? Je voudrais comprendre comment votre quotidien est orchestré. Alors, à l'époque, en tout cas, quand j'ai rejoint le groupe familial, c'était à 4 ans et demi déjà. Comme je disais tout à l'heure, ça s'inscrivait dans la création du cabinet de conseil, donc Cyber Consulting, qui faisait partie de cet ensemble-là. Donc, les choses se sont faites de façon très naturelle, sans qu'il y ait une pression quelconque de devoir rejoindre, de devoir faire X ou Y. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'est fait de façon totalement naturelle, comme je disais. Encore une fois, j'ai jamais eu la pression qu'on me dise qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je pense que j'ai eu l'occasion de saisir peut-être assez rapidement dans ma vie quels étaient les enjeux et quelles étaient les choses sur lesquelles il fallait apporter une certaine attention, une certaine rigueur, et que j'ai essayé de transposer dès que je suis arrivé en fait dans le groupe familial.
je pense que c'est d'autant plus difficile quand on est un membre de la famille, Oui. parce qu'on a d'autres collaborateurs, voilà, qui regardent aussi ce que vous faites, qui regardent comment vous vous positionnez. Et en réalité, vous servez d'exemple aussi dans la façon dont les choses se passent. Et c'est la raison pour laquelle vous devez travailler au moins 2 à 3 fois plus dur que les autres, parce que on ne vous pardonnera rien déjà, mais surtout, vous ne pourrez pas exiger aux autres de faire ce que vous-même vous ne faites pas, en fait, en réalité. Je pense que une des valeurs qui guide notre président, justement, c'est d'essayer de lead by example, en fait, en réalité. Je pense que l'exemple est quelque chose de très marquant. Bien sûr. Et en fait, quand on lead by example, on est en capacité, je pense, de demander de l'accountability et des comptes de chacun. Parce qu'on a cette légitimité-là de dire, mais j'ai fait le travail, je l'ai fait 2 fois, 3 fois plus. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous arrivez justement aussi à pouvoir réaliser ce que j'essaie de donner? Et donc voilà, ça donne une certaine légitimité aussi de pouvoir le faire. Mais surtout, je pense que ça permet de tirer aussi les autres vers le haut, d'impulser une certaine dynamique. Et donc, voilà, d'essayer de créer quelque chose qui fait du sens. Oui, qui est pérenne. Exactement. Une dernière question, avant qu'on joue, parce qu'on va jouer aussi. Ok. Vous parlez d'impact. Pour vous, c'est ce qui vous anime, c'est d'être sûr que dans le travail que vous faites, il y a un impact derrière. Vous avez des ambitions politiques? Je pense qu'aujourd'hui, je suis tellement accaparé par ce que je fais, qui me passionne. Et voilà, que c'est mon focus principal aujourd'hui. Donc, on pourra peut-être en reparler dans quelques années. On en reparlera donc dans quelques années. Peut-être. Okay. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Okay. Très bien. Alors, j'ai un petit quiz pour vous. Une réponse. Hein. Ok. Et c'est un choix. D'accord. Rumba ou Rapivoire? Tricky. Très tricky. Mais bon, je suis patriote, donc Rapivoire. Une playlist pour travailler ou le silence total? Playlist. Paris ou New York? Alors, j'aime beaucoup New York en tant que ville, mais je pense que Paris est la plus belle ville du monde et je suis un très grand supporter du PSG, donc ici c'est Paris. Costume 3 pièces ou streetwear? Croisé, costume croisé. Costume croisé, oui. Très bien. Warwick ou Coventry ou NYU? C'est pas la même chose, NYU. NYU. Ouais. Abidjan ou Cotonou? Là, Joker. Les chiffres ou l'instinct? L'instinct. Notification en continu ou mode avion? Notification en continu, parce que j'aime pas avoir de messages ou de mails non lus. Donc voilà. Les alertes rouges, c'est pas pour vous? Non. Ouais, non, j'essaie de répondre au fur et à mesure. Ouais. Ok. Dimanche en famille ou brunch avec des amis? Dimanche en famille. Francky, un grand merci. Je vous en prie, merci. D'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Vraiment un plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci. Vous avez regardé Destin d'entrepreneur. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve très prochainement.